Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous pour cette nouvelle conférence qui aura pour thème Mieux comprendre sa santé buccale par le professeur Marjolaine Gosset, à qui je remercie beaucoup d'avoir pris de son temps personnel pour venir nous faire cette visioconférence. Vous aurez de quoi poser des questions à la fin de la conférence. Pour poser vos questions, le système est de poser la question par le chat que vous trouverez à droite de votre écran. Et nous poserons les questions au professeur Marjolaine Gosset à la fin de la conférence. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. Madame Gosset, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marjolaine Gosset. Je suis enseignant, chercheuse clinicien à la faculté de chirurgie dentaire de l'Université de Paris. Je suis spécialisée dans les soins des gencives qu'on appelle la parodontologie et j'exerce à l'hôpital Charles de Foix à Ivry-sur-Seine et j'ai également une activité de recherche sur les maladies inflammatoires du parodonte et leur destruction au cours des parodontites. Et ce soir, donc, je vais travailler entre guillemets avec vous pour mieux comprendre l'importance de la santé buccale et notamment ses interactions avec la santé générale en ciblant le message par rapport aux spondylarthrites ankylosante, car je pense que c'est le sujet principal qui vous intéresse. Donc, quand on pense à santé buccale, à quoi pense-t-on? Si mes diapositives ça ne va pas aller, on va faire autrement. Voilà, tout de suite. Quand on pense à santé buccale, à quoi pense-t-on? Généralement, on va penser aux tissus qui sont présents dans la bouche. Et les tissus qui sont présents dans la bouche, c'est avant tout les dents, avec tout ce qui est très éloquent sur les dents, c'est-à-dire leur forme, leur nombre, leur aspect blanc, aligné, qui signifie la santé, mais également les gencives, c'est-à-dire tout le rose qu'on dégage quand on sourit, qui est très important également pour définir la santé buccale. Mais on entend également plein de choses à travers la santé buccale qui sont importantes pour la vie de chaque patient et la vie de chaque individu et qui sont aussi représentées très bien par cette fonction, à savoir le sourire, le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, de pouvoir transmettre à autrui et la fonction. Cette fonction étant très large, parlant de fonction masticatrice, le fait de pouvoir manger de façon efficace avec confort et qualité, et également la fonction de phonation, de communication, d'élocution qui sont extrêmement importantes. Et tous ces paramètres définissent la santé buccale et on va voir à travers les maladies qui peuvent affecter les dents et les gencives comment on pourra avoir des conséquences sur le sourire et la fonction et en conséquence des conséquences sur le bien-être des patients. Alors, la santé bucco-dentaire, basiquement, comment c'est défini? Comme toute définition de la santé, il est vraiment reconnu que c'est quelque chose qui va être important pour la qualité de vie orale, mais aussi générale du patient, et que ça se caractérise par l'absence de diverses maladies ou de douleurs qui sont quand même des consultations, des motifs de consultation très fréquentes au niveau des consultations en odontologie. Et ça se caractérise, cette santé bucco-dentaire, comme un élément essentiel pour la qualité de vie orale, en absence de ces maladies, douleurs, cancers, infections, maladies parodontales, qui limitent la capacité à mordre, à mâcher, à sourire, à parler et donc son bien-être psychosocial. Et donc on retrouve cette interaction très importante entre les tissus de la bouche et la façon dont ça peut affecter la qualité de vie. Alors, la qualité de vie orale, de quoi parle-t-on? La qualité de vie orale, vous savez, la qualité de vie, c'est une définition qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale et qui est très importante pour comprendre à l'échelle individuelle quel est le confort de vie qu'a un patient et qui va être défini sur plusieurs facteurs. Des facteurs qui vont être fonctionnels, psychologiques, de douleur ou des facteurs sociaux. Et cette qualité de vie orale de la bouche va dépendre de la capacité qu'a un individu à exercer ses fonctions, à être bien dans qui il est, à ne pas avoir de douleur ou d'inconfort et à pouvoir avoir des échanges sociaux avec une intimité et une communication efficace. Et pourquoi je vous fais cette introduction sur les dents, les gencives, leur importance dans la santé et l'importance sur la qualité de vie? Puisque de façon intéressante, il y a une étude assez récente qui a porté, comme il existe actuellement beaucoup d'études, sur la nature de la qualité de vie, enfin l'impact que pouvait avoir la spondylarthrite ankylosante sur la qualité de vie orale de patients atteints de spondylarthrite ankylosante en comparaison de patients contrôle.
Dans cette étude, il y avait 50 patients atteints de spondylarthrite qui ont bénéficié d'une évaluation bucco-dentaire en comparaison de 50 patients contrôles. Et les paramètres bucco-dentaires ont été mis en parallèle de l'évaluation de la qualité de vie de ces patients pour voir si ces affects bucco-dentaires pouvaient expliquer les variations en qualité de vie de ces patients. Ici, vous retrouvez des résultats qui vont porter sur l'analyse des dents des patients. On a plein de paramètres pour essayer de voir si les patients qui ont des spondylarthrites ankylosantes ont des bouches en moins bonne santé. On peut regarder donc les dents. Et au niveau des dents, on peut regarder s'il y a des dents qui manquent ou pas. Parce que souvent, lorsqu'elles manquent, c'est qu'il y a eu une maladie et qu'elles ont été extraites. On peut regarder si les dents ont été traitées ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elles présentent des obturations dentaires, ce qu'on appelle les dents obturées. Et on peut regarder si les dents sont malades ou pas, ce qu'on appelle des dents cariées. Tout ça, c'est des acronymes en anglais. Decay, ça veut dire carrier, missing, manquante, field, obturé. Et donc, on peut regarder le nombre de dents carriées, manquantes ou obturées chez des patients atteints de spondylarthrite ankylosante en comparaison de patients sains. Et quand on compare ces résultats et qu'on a des résultats significatifs qu'on peut voir à travers ce petit chiffre qui doit être inférieur à 0,05, donc finalement, c'est des chiffres en italique, on peut voir que les patients atteints de spondylarthrite ankylosante ont plus de dents carriées, plus de dents obturées que les patients contrôles et qui présentent également plus de maladies parodontales que les patients contrôles. On va redéfinir ces maladies parodontales ultérieurement, mais ce que je voulais illustrer, c'est que dans cette étude assez récente, on retrouve plus de problèmes de santé oraux chez les patients qui ont une spondylarthrite ankylosante. Chez ces patients, si on regarde également quelle est leur qualité de vie orale, on va avoir également une analyse intéressante. Alors, comment on évalue une qualité de vie orale? En fait, on fait des questionnaires. Il existe différents types de questionnaires et les patientes ou les patients doivent évaluer leur appréciation d'une question. Par exemple, je ne me sens pas confortable dans ma bouche pour la mastication. Je ne suis pas du tout d'accord, je suis partiellement d'accord, je suis tout à fait d'accord, je ne me sens pas concernée. Et donc, avec des échelles, comme ça, on peut noter. Et on va en tirer des scorings. Et ici, parmi tous les paramètres qui ont pu être analysés, on fait la somme des scores et on trouve un score qui s'appelle le score de qualité de vie orale, OIP. Plus ce score est élevé, moins bonne est la qualité de vie. Et si on regarde ce score OIP chez les patients qui sont atteints de spondylarthrite en comparaison de patients qui sont sains, on a des patients atteints de spondylarthrite qui ont une moins bonne qualité de vie orale de façon significative par rapport aux patients sains. Et parmi l'ensemble des questions qui leur ont été posées, qui investissent différents domaines, de ces domaines fonctionnels, esthétiques, de douleur, de fonction que l'on a discuté auparavant, on peut voir que les paramètres qui ressortent le plus sont les atteintes psychologiques de l'apparence et de l'estime de soi et des atteintes sociales de l'intimité et de la communication. Autrement dit, ces patients ont plus de dents avec des antécédents de soins, plus de dents malades, plus de problèmes de gencives et expriment une moins bonne qualité de vie parce qu'ils semblent être plus affectés sur l'impact de ces lésions sur leur apparence et leur confiance en eux, mais également sur leur capacité à interagir avec autrui dans les sphères de l'intimité ou dans la sphère sociale. Et je trouvais que cette étude était assez intéressante pour placer les contextes de la pathologie en tant que telle par rapport à l'identité du patient et au vécu qu'il a de ces maladies. Alors, quand on parle des maladies, généralement, les patients sont, j'imagine que c'est également votre cas, sont souvent très familiers de ce qu'on appelle la maladie carieuse. Donc déjà, notez, je ne parle pas seulement de la carie dentaire, je parle de la maladie carieuse, car la carie est considérée actuellement comme une maladie qui est vraiment initiée par des déséquilibres au niveau de la flore orale et favorisée par des facteurs de risque, dont les principaux sont par exemple l'alimentation en sucre. Ici, sur cette photo, vous retrouvez des lésions très atypiques de lésions carieuses qui sont retrouvées chez des patients, bref, ici, qui ont des bouches sèches, et pour vous montrer que ces caries peuvent être effectivement très impactantes dans un sourire et dans l'échange qu'on peut avoir avec autrui lorsqu'elles sont situées sur ces faces antérieures des dents. Ces caries, elles vont pouvoir donc se caractériser par une destruction de la surface de l'émail, qui est la partie la plus dure du corps et qui est une structure très minéralisée, par des acides qui sont produits par les bactéries de la bouche. Et ces acides sont produits par des bactéries de la bouche, des bactéries qui consomment des aliments, qui vont utiliser les aliments que vous apportez, et les aliments riches en carbohydrates et en sucre, pour produire ces acides et dégrader la dent. On a différents stades, soit la carie va atteindre que l'émail de la dent, soit elle va être plus profonde et atteindre la dentine,
qui est une couche qui est présente à l'intérieur de la dent et qui est moins minéralisée et qui va permettre une propagation beaucoup plus rapide de la carie, en direction de la partie centrale de cette dent qu'on appelle la pulpe dentaire et qui est la partie vitale de la dent. Et quand on s'approche de cette pulpe, on va avoir en conséquence des douleurs qui vont apparaître puisque cet endroit est vascularisé et innervé et ça va entraîner ce qu'on appelle classiquement dans le langage courant des rages de dents qui peuvent être des douleurs extrêmement violentes que les patients peuvent vivre. La pulpe essaye de se protéger en produisant des produits de défense, mais face à un processus qui continuera d'évoluer, il y aura une nécrose de cette pulpe qui va entraîner une mort de ce tissu, et cette mort de ce tissu va entraîner à l'apex, c'est-à-dire au bout de la racine dentaire, une propagation d'une infection qui sera des infections périapicales, ce que parfois les patients appellent des kystes, ou ce type de nom, qui correspond à des choses particulières en clinique, mais qui peut être dans le langage courant compris ainsi. Et ces infections apicales correspondent à des foyers infectieux qu'il faudra traiter et éliminer, notamment chez des patients qui ont des maladies systémiques avec certains traitements. On en reviendra. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? Pour vous montrer que la carie dentaire, ce n'est pas une simple lésion de la dent, que ça peut avoir des conséquences au niveau infection et donc au niveau systémique. Et aussi pour vous montrer et vous dire que la carie, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et en fait, on considère que c'est même la condition, donc la maladie la plus prévalente au niveau international, puisque 2,4 millions de personnes sont toujours actuellement atteintes de carie. Et c'est un chiffre très très important, alors qu'on connaît quand même bien ces maladies et qu'on sait qu'il existe beaucoup de facteurs de risque qui sont modifiables. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré l'ensemble des conditions de traitement et de prévention qui sont mises pour traiter la carie, notamment un apport en fluor très régulier, la prévalence reste stable dans le temps et que c'est une maladie qui ne concerne pas du tout simplement l'enfant, mais qu'elle concerne beaucoup d'adultes avec des pics de prévalence, donc des moments où on va voir qu'il y a beaucoup plus de caries, vers les 6 ans, vers les 25 ans et vers les 70 ans, ce qui s'explique par ici la sortie de dents mature, adulte, dans la bouche d'un enfant qui n'a pas encore conscience de cette sortie de dent et d'une dent qui est beaucoup plus anfractueuse et à risque carieux. Ici, d'un âge où il se passe beaucoup de bouleversements généralement dans la vie des individus, et à 70 ans, qui est un âge où on va commencer à avoir beaucoup de pathologies, souvent associées à des sécheresses buccales qui augmentent le risque carieux. Et donc, ces caries, on va être capable de les modifier si on arrive à modifier les facteurs de risque de ces caries, dont une partie est réalisable par la très bonne qualité d'hygiène orale qu'on peut adopter, l'équilibre alimentaire pour diminuer la quantité de sucre qu'on apporte en bouche, et également l'enrichissement en fluorure, voire en lubrification si on en manque de salive. Bien entendu, si la dent, entre guillemets, est vulnérable lié à un défaut de formation de la dent, ça, on ne pourra plus le modifier dans le temps. Donc la carie, c'est souvent quelque chose que les patients connaissent bien, parce que beaucoup, malheureusement, ont des épisodes de douleur. Et cette douleur, il ne faut pas la voir que comme un élément désagréable, parce qu'elle a l'avantage au moins de manifester qu'il y a une problématique qui se passe en bouche et d'adresser, enfin de permettre aux patients d'aller consulter le dentiste pour pouvoir prendre en charge cette maladie et donc la traiter avant qu'elle évolue vers des foyers infectieux. Justement, à l'opposé de ces maladies qui concernent les dents, on a d'autres maladies dans la bouche qui vont concerner plus les gencives. Et nous, praticiens, ce qu'on entend très souvent de ce que les patients nous disent pour ces maladies de gencives, ce n'est pas « mes gencives me font mal », ce qui était quelque chose d'extrêmement rare, mais c'est beaucoup plus « j'ai des gencives qui sont rouges, j'ai des gencives qui sont gonflées, j'ai des gencives qui saignent quand je me brosse les dents. Et j'ai remarqué des modifications dans ma bouche quand les gencives sont malades et que l'on a des maladies assez évolutives, on va revenir sur ces maladies, ils vont également exprimer le fait que leurs dents bougent, que les dents saines qui n'ont pas de carie ont pu tomber toutes seules, ce qui est une forte injustice de ne pas avoir de carie et de faire des dents qui ont des racines impeccables, voire j'ai des dents plus longues qui ont changé de position. Tous ces signes que nous, on entend et que peut-être vous présentez ou qui peuvent vous être familiers, ce sont des signes qui nous disent qu'il y a une maladie au niveau des gencives. Et c'est très important parce que ces maladies de gencives, comme vous allez le voir, sont capitales pour expliquer les relations entre la bouche et la santé générale. Et j'insiste beaucoup sur le fait que avoir une gencive qui saigne quand on se brosse les dents, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une gencive qui est inflammée et donc une gencive qui est malade et donc il faut consulter le praticien pour changer cela. Alors, l'ensemble de ces maladies qui affectent les gencives, en fait, on va appeler ça des maladies parodontales bactériennes.
Maladie parodontale parce qu'en fait, sous les gencives, on a un ensemble de tissus qui assure l'ancrage de la dent dans le support qu'on appelle le parodonte. Donc le parodonte, donc odonte, c'est la dent, par, c'est autour, le parodonte, c'est tous les tissus qui entourent la dent. Donc une dent ici représentée, qui peut être affectée par des caries au niveau de sa partie de sa couronne, et voire éventuellement au niveau de la partie de sa racine, est maintenue dans la bouche parce qu'elle est enchâssée dans des tissus qui s'appellent le parodonte et qui sont constitués de l'os de soutien de la dent, qu'on voit à la radio, de la gencive qui recouvre cet os qu'on voit très bien quand on sourit, et d'un système d'attache très complexe entre la gencive et la dent qui permet de maintenir la dent dans son alvéole. Et ce parodonte va pouvoir être malade avec deux grands types de maladies qu'on appellera la gingivite, donc inflammation de la gencive, ou la parodontite, qui est l'inflammation du parodonte, qui sont deux maladies différentes, et les parodontites étant vraiment celles qui vont avoir le plus de conséquences en termes locaux pour le patient, type perte de dents, et plus de conséquences au niveau systémique, au niveau du corps chez le patient, et qui sont celles que je traite particulièrement et que je connais le mieux. Donc, bien que la carie soit vraiment l'élément qui est le plus connu par les patients, les gingivites et les parodontites sont extrêmement fréquents dans la population générale et sont souvent méconnus et considérés comme un état un peu accepté de j'ai la gencive qui saigne, elle est fragile, c'est comme ça. Il va falloir qu'on voit les choses autrement. La gingivite, on peut considérer qu'elle atteint environ 70 à 80-90% des adultes en fonction des études. En gros, le message, c'est de se dire que tous, dans notre vie, on aura des épisodes de gingivite qui vont exister, mais que c'est une maladie qui est parfaitement traitable et réversible sans séquelles pour le patient. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment qui peut très bien être pris en charge. À l'opposé, les parodontites, c'est un autre groupe de maladies qui va être plus complexe puisqu'il va y avoir, en plus de l'inflammation de la gencive, une destruction des tissus de soutien des dents, donc une destruction de l'os alvéolaire, une destruction du système d'attache entre la dent et la gencive qui va emmener à une perte d'attache et à un déplacement vers l'apex de la dent, donc vers le bout de la racine de l'ensemble de ces tissus, ce qui fait que la dent est de moins en moins ancrée et découverte dans la bouche et peut se mettre à bouger, voire tomber. Cette parodontite, dans ses formes, qu'elles soient superficielles, donc peu destructrices, donc avec peu de destruction assez sévère comme sur ce schéma, vont concerner environ 50% des Français adultes, dont 10% concernent des formes sévères. Et 10%, c'est extrêmement fréquent. Alors, pour vous expliquer un petit peu mieux ce qui se passe, ici, je vous ai représenté simplement un schéma avec la dent saine et une photo clinique avec la gencive saine et une coupe qui représenterait la dent. On retrouve cette dent, l'ensemble des tissus de soutien et ces petites fibres qui sont le système d'attache entre la dent et l'os et la gencive. Classiquement, pour vous, pour moi, quand je me brosse les dents, le plus simple est d'observer sa gencive dans un miroir. Et lorsqu'on a cet aspect qu'on appelle festonné, avec ce piqueté ici en peau d'orange, cet aspect rose clair qui est présent, cet aspect qui comble parfaitement les espaces sous les points de contact, les zones de contact entre les dents, c'est que la gencive est parfaitement saine. Mais cette gencive va pouvoir être malade dans le cas de gingivite, où on va avoir, en réponse à un excès de plaques dentaires, voire à des facteurs de risque, par exemple liés à des variations hormonales, et je pense particulièrement à la femme enceinte où l'ensemble des hormones va augmenter et exacerber l'inflammation, on va retrouver un gonflement des gencives très important, entraînant rougeur, saignement et par contre très peu de douleur qui vont être caractéristiques chez le patient. Et là, on voit les modifications qu'on peut observer en clinique avec une gencive qui est gonflée, un aspect piqueté qui disparaît et un aspect œdémacié, tuméfié qui fait que le feston est moins marqué. Cependant, en profondeur, l'ensemble des tissus d'attache est sain et d'ailleurs, on voit qu'on ne voit toujours pas d'espace entre les dents. Les tissus sont présents, ils sont juste gonflés. Ces gingivites, elles sont donc liées à cet excès de plaques dentaires et favorisées par des facteurs de risque. Le diabète aussi peut les augmenter. Et si elles ne sont pas prises en charge chez certains patients, elles pourront évoluer vers ce qu'on appelle donc la parodontite. On va avoir, en plus de l'inflammation de la gencive, une destruction des tissus d'attache sous-jacents. Donc, toute parodontite est précédée d'un épisode d'inflammation de gencive, on peut appeler une gingivite. Par contre, toute gingivite n'évoluera pas en parodontite. Il existe des facteurs de risque qui favorisent l'évolution de la gingivite vers les parodontites. Et parmi ceux-ci,
On va en retrouver divers, dont principalement le tabac et un diabète non équilibré, mais pour lequel beaucoup d'autres peuvent être pressentis, tels que le fait de vivre des stress, le fait d'avoir certaines médications, d'avoir des traitements corticoïdes à long terme, qui vont être des traitements immunosuppresseurs et qui pourraient augmenter du coup l'effet de l'inflammation, enfin déréguler l'effet de l'inflammation et l'entraîner vers une destruction des tissus de soutien. La problématique dans ces parodontites, c'est que la perte osseuse que l'on va avoir au cours de ces parodontites et la perte d'attache entre la gencive et la dent sont globalement irréversibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les traiter, on peut les traiter, mais on va être capable de stabiliser les phénomènes sans reconstruire les tissus qui ont été perdus. Ce qui signifie qu'il y aura toujours des séquelles à ces maladies, avec des séquelles esthétiques. Vous pouvez voir déjà ici qu'il y a des petits trous entre les dents qui vont rester dans le temps, qui ne sont pas forcément très agréables. On va avoir également des dents qui pourront paraître plus longues, légèrement mobiles, une fonction altérée, la possibilité de mâcher des choses très, très dures comme des carottes par exemple, qui peut être ennuyeuse pour la vie de tous les jours. À quoi sont dues ces parodontites? Elles sont dues à un déséquilibre entre la façon dont votre corps va interagir avec la flore buccale qui est présente dans la bouche. La flore buccale, c'est l'ensemble des bactéries, des champignons, des levures, l'ensemble des protozoaires qui sont présents dans la bouche et qui forment le microbiote oral qui est nécessaire pour la vie du patient et qui est nécessaire pour le fonctionnement du corps. Le microbiote oral, c'est un ensemble de germes, de bactéries, de virus qui sont présents dans la bouche. On peut considérer qu'il y a environ 250 à 300 espèces bactériennes différentes par bouche, sachant qu'il en existe plus de 700 qui sont identifiées en général. Elles sont organisées classiquement pour se déposer sur l'ensemble des tissus de la bouche, donc les tissus mous, les lèvres, la langue, les joues, les gencives, mais également les tissus durs comme la dent. Et sur ces tissus durs, d'ailleurs, elles auront tendance à s'accumuler, puisque quand on pense aux autres tissus, la gencive, la langue, c'est des tissus qui se desquament. Donc, les bactéries qui auront collé dessus vont être desquamées, tandis que sur les autres tissus, elles ne pourront pas se desquamer, donc ils vont rester sur les dents. D'où l'importance du brossage des dents pour éviter leur accumulation. Et donc, lorsqu'il va y avoir, et donc ce microbiote vit normalement en équilibre et en symbiose, en synergie avec le système immunitaire qui est présent dans la gencive. Il existe toujours des cellules présentes dans la gencive de défense et l'ensemble vit en équilibre pour qu'il y ait une harmonie. Lorsque cette balance se déséquilibre, soit parce qu'il y a un excès de microbiote avec une augmentation de la quantité de bactéries, voire une infection par certaines bactéries qui sont plus agressives que d'autres, et qu'en parallèle, on a un système immunitaire qui dysfonctionne, soit parce qu'il y a des facteurs génétiques qui existent dans une famille de patients chez des patients, soit parce qu'il existe des comportements à risque tels que le tabagisme, soit parce qu'il y a des maladies systémiques qui existent, on va avoir un déséquilibre de cette balance et le déséquilibre va entraîner une parodontite avec une inflammation, une destruction des tissus de soutien des dents. Et donc, on rentrera dans ces maladies parodontales bactériennes liées à cette désorganisation, déséquilibre de la balance par accumulation de la plaque dentaire ou l'augmentation d'un certain nombre de facteurs de risque. Et donc, chez des patients qui vont avoir des parodontites, c'est-à-dire ces maladies qui vont être présentes pas sur une dent, mais sur l'ensemble de la bouche de la dent, il va y avoir donc une inflammation généralisée des gencives de la dent, avec ici, au niveau de la gencive, qui va être en regard de la dent, qui est tapissée de bactéries, et cette gencive qui est, elle, hypervascularisée, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'inflammation pour protéger normalement le corps, il va y avoir une zone d'interface qui fait que si on somme, c'est-à-dire qu'on ajoute la surface faite par cette petite plaie tout autour d'une dent à la surface qui correspond, qui existe sur toutes les dents de la bouche, toutes ces petites zones cumulées vont faire une plaie qui a une surface équivalente à la taille de la plaie d'une main. Autrement dit, ça voudrait dire qu'on aurait une plaie qui ne cicatriserait pas comme ça chez un patient entièrement denté qui aurait une parodontite sévère. Là, c'est le cas extrême. Il faut imaginer qu'il y a des gens qui sont partiellement dentés, peut-être parce qu'ils ont perdu des dents pour raison de mobilité, ou des maladies qui sont moins sévères ou pour laquelle la surface est moins importante. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que cette surface d'échange fait qu'il va y avoir chez les patients atteints de parodontite un risque infectieux qui va exister par un passage de bactéries par la plaie au niveau du système circulatoire sanguin, donc une diffusion sanguine de bactéries, et également une inflammation présente chez ces patients de faible intensité, mais présente très longtemps dans le temps.
puisque il y a une plaie qui ne cicatrise pas. Et ça s'explique par une activité, par exemple, à distance sur le foie ou d'autres organes du corps. Ces bactéries, elles sont également, pas de la main, excusez-moi, mais dans la bouche. Elles peuvent être également ingurgitées et modifier le microbiote intestinal. Et vous savez que la recherche du microbiote intestinal et la santé et les maladies est en pleine explosion. Et elles peuvent être également inhalées. Et on sait que ça a des conséquences également sur certaines maladies, par exemple pulmonaires. Autrement dit, ces parodontites, ici, vous avez une photo clinique qui est assez éloquente de quelqu'un qui a une parodontite sévère, où on voit des dents qui n'ont pas des bonnes positions, on voit qu'il y a beaucoup de dépôts de tartre, des racines qui sont plus longues, qu'il y a beaucoup d'inflammation. Ces parodontites, il faut en avoir conscience, il faut les dépister et les traiter, puisqu'elles vont être associées à un certain nombre de conséquences systémiques, et elles représenteraient ainsi un facteur de risque de l'initiation ou de l'évolution de beaucoup de maladies inflammatoires chroniques, dont des maladies rhumatologiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, avec en chef de file la polyarthrite rhumatoïde qui est beaucoup étudiée. Et on a également quelques études qui portent sur la spondylarthrite ankylosante, moins importante pour le nombre, mais on a quand même quelques arguments. Alors, si vous regardez ce schéma, qui est très joli, mais qui peut paraître absolument impossible à lire, l'idée était juste de montrer que si on regarde les liens qui existent entre parodontite et toutes les études qui ont été faites sur la santé générale, il y a des liens qui ont été établis avec beaucoup de pathologies. En tout cas, il y a des études qui ont porté vraiment sur parodontite et maladies cardiovasculaires, excusez-moi, parodontite et maladies nutritionnelles, etc. Parmi dessus, vous avez beaucoup d'études qui ont également porté sur les maladies dites musculo-squelettiques, où vous retrouvez la polyarthrite rhumatoïde, et on voit également qu'il y a des études qui portent sur les spondylarthrites ankylosantes. Donc, c'est des choses sur lesquelles il y a déjà effectivement des publications sur lesquelles on va regarder les messages principaux qui peuvent être identifiés. Alors, un premier message, c'est qu'effectivement, les patients atteints de spondylarthrite ankylosante semblent plus atteints de parodontite que des patients contrôle sain. Donc, si on prend des patients spondylarthriques et qu'on étudie leur bouche et qu'on regarde s'il y a des dents qui sont malades d'un point de vue parodontal, on voit qu'il y aurait un risque qui s'est accru de 1,8 à 5,1 fois en fonction des études. Donc, un risque vraiment plus important d'avoir une parodontite. Avec un facteur temporel, il y a des études qui ont travaillé comme ça sur des collectes d'informations et qui ont montré que les gens, au moment où on diagnostiquait la spondylarthrite ankylosante, si on regardait leur passé dentaire, à partir de codification d'actes qui avaient été réalisés par les dentistes, c'est des études en Taïwan, on voit qu'il y avait déjà eu beaucoup de soins pour les gencives qui avaient été faits avant. Donc la parodontite pourrait peut-être avoir joué sur l'initiation de la spondylarthrite. Là, on n'est pas capable de le dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les deux semblent être associés et il semble avoir un risque accru. Donc, il y a plusieurs études qui le montrent. Ici, vous voyez notamment une étude très importante qui a été parue en 2010. Comment l'expliquons? On peut l'expliquer par le fait qu'effectivement, comme je vous l'expliquais, lorsqu'on a une inflammation des gencives, on aurait une inflammation qui serait initiée par l'entrée de bactéries par le corps, par la gencive, également par le fait qu'il y a une inflammation générale initiée par cette inflammation locale. Et cette inflammation systémique pourrait favoriser le développement de la spondylarthrite ankylosante. De plus, on sait que ça pourrait également favoriser le basculement de l'auto-immunité, comme ça existe dans les cas de la polyarthrite rhumatoïde, et donc favoriser le déclenchement de maladies auto-immunes. Il y a également des facteurs de confusion avec des facteurs de risque communs. Alors, je ne suis pas du tout une experte dans spondylarthrite ankylosante, mais je sais que par exemple pour la polyarthrite rhumatoïde, on a plus de risque d'être atteint de polyarthrite rhumatoïde lorsqu'on est un fumeur, et je crois que c'est le cas également pour les spondylarthrites ankylosantes. Et il est également vrai que quand on est atteint de parodontite, on a plus de risque d'avoir une parodontite si on fume. Donc il y a des triangulations entre ces facteurs. Et enfin, le rôle des traitements qui seraient pris par les patients pourrait également avoir un impact. C'est-à-dire que les corticoïdes pris par des patients, éventuellement à des doses anti-inflammatoires, pourraient faire flamber l'évolution de maladies de gencives. Donc, d'un côté la spondylarthrite ankylosante, de l'autre côté les parodontites, avec des risques qui semblent être augmentés lorsqu'on a une maladie d'en avoir une autre, et des liens qui pourraient être un peu bidirectionnels et croisés dans l'ensemble, ce qui complexifie un peu l'étude de ces mécanismes. Alors, est-ce qu'il y aura un rôle particulier des bactéries parodontales? Là, je vous présente un schéma qui est un peu complexe, mais qui est un résumé de ce qui se passe dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est quand même le rhumatisme inflammatoire chronique qui est le plus étudié, pour lequel on a de fortes présomptions à dire que certaines bactéries qui sont associées aux parodontites, avec des bactéries telles que le Porphyromonas gingivalis ou l'Aggregatibacter actinomycetem comitans,
pourrait favoriser le développement d'une réponse auto-immune qui, du coup, pourrait favoriser le développement de la polyarthrite rhumatoïde au sein des articulations. Donc, les études sont assez importantes, il y en a de nombreuses et de nombreux arguments qui vont en ce sens, même si on ne comprend pas l'ensemble des mécanismes. Mais en ce qui concerne la spondylarthrite ankylosante, on n'a pas encore de preuves à ce niveau-là, et donc on ne peut pas conclure sur ces choses-là. Par contre, il y a quand même des informations sur les soins bucco-dentaires chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que lorsqu'on a une spondylarthrite ankylosante, il faut bien entendu consulter son dentiste, il faut recevoir des traitements, et que les traitements que réalisera le dentiste, que ce soit pour les maladies dentaires avec des caries, voire les infections associées aux lésions des dents, ou que ce soit pour les maladies des gencives, tous ces traitements peuvent être réalisés avec succès, quelle que soit l'évolution de la spondylarthrite. Et donc, par exemple, on est tout à fait capable de traiter la parodontite. Et vous voyez, comme je vous disais, on ne saura pas recréer tous les tissus. Les patients vont avoir des séquelles, des dents plus longues. Vous voyez dans cette photo, après traitement parodontal par rapport à avant, des espaces noirs qui arrivent. Mais ces patients ont des dents fonctionnelles avec lesquelles ils peuvent mâcher et retrouver une qualité de vie, une confiance dans leur bouche, qui est quand même un paramètre très important pour la qualité de vie de nos patients. Souvent, une question qui va être importante et pour le patient et les praticiens dentistes et praticiens prescripteurs qui suivent le patient atteint de la spondylarthrite ankylosante est la question des immunothérapies ciblées. Donc, effectivement, dans les patients qui sont atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, beaucoup peuvent bénéficier d'immunothérapie locale, donc de biothérapie ciblée, et qu'il va être important de réaliser un assainissement de la bouche avant de débuter ces biothérapies ciblées. Car la biothérapie pourrait être, en ciblant l'inflammation, augmenter le risque infectieux du patient et donc augmenter l'évolution d'une maladie qui pourrait être en cours chez le patient s'il n'a pas réalisé ses soins dentaires. Et donc, il existe du coup des recommandations pour réaliser un traitement des maladies bucco-dentaires avant de débuter une biothérapie ciblée. Et donc, voilà, ça c'est clairement identifié. Cependant, si le patient présente des maladies au cours de son traitement, des maladies dentaires, au cours du traitement avec une biothérapie ciblée, on sera amené à réaliser également des soins dont les précautions que nous devrons prendre seront dépendantes d'un certain nombre dépendant de l'acte à réaliser d'un point de vue bucco-dentaire, du traitement du patient et également des recommandations de sociétés savantes qui sont le Club des rhumatismes inflammatoires ou encore l'Agence nationale de sécurité du médicament, et dont le message principal va être qu'il faudra une collaboration entre le dentiste et le médecin prescripteur pour évaluer si le patient qu'on traite est à risque infectieux, parce qu'il a une immunothérapie qui augmente ce risque, ou pas, et en fonction de l'acte qu'on réalise, s'il faut arrêter cette immunothérapie ou pas, et si on réalise un traitement antibiotique ou pas. Et là, ça va vraiment être une collaboration entre l'ensemble des praticiens qui permettra de déterminer ça, et on a beaucoup de marqueurs et de critères pour réaliser cela. En tout cas, à l'échelle du patient, ce qui peut se poser comme question, c'est, moi, patient, qui ai une spondylarthrite, est-ce que, si vous me dites que ma parodontite pourrait peut-être avoir augmenté le développement de ma spondylarthrite, est-ce que traiter ma parodontite pourrait améliorer ma spondylarthrite? De plus, moi, patient, j'ai un traitement systémique pour ma spondylarthrite. Est-ce que mon traitement peut avoir un effet sur ma parodontite et modifier quelque chose? Donc, on a quelques arguments de la littérature en ce sens. Je vous en présente deux. En fait, il y a très peu d'arguments propres à la spondylarthrite. Beaucoup viennent de la polyarthrite rhumatoïde, mais je vous en présente deux sur la spondylarthrite. Ici, nous avons une étude qui travaille sur un nombre conséquent de patients qui sont atteints de spondylarthrite ankylosante et qui sont sous traitement ou pas anti-TNF et qui ont été réaccrutés à un moment donné. Ces patients qui avaient une spondylarthrite, on a regardé quel était leur état de parodonte. Et s'ils avaient une parodontite, on a réalisé un traitement des gencives et on a évalué le suivi dans le temps de ces patients et réévaluant les conséquences au niveau du parodonte et de la spondylarthrite ankylosante. Et ce qui ressortait principalement, c'est qu'on peut tout à fait réaliser un traitement parodontal chez un patient atteint de spondylarthrite ankylosante et que ce traitement parodontal est efficace, on obtient des cicatrisations au niveau du parodonte, donc on peut traiter la parodontite, et que les patients qui étaient sous anti-TNF présentaient presque une meilleure réponse parodontale que les patients sans. Et donc il ne faut pas avoir peur des biothérapies, elles pourraient aider au traitement parodontal. Une autre étude a travaillé sur des patients
qui avaient une spondylarthrite ankylosante en comparaison d'autres patients qui n'étaient pas des patients sains mais des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et chez ces patients, on a réalisé une évaluation du parodonte, une évaluation de la spondylarthrite ankylosante. Un traitement anti-TNF a été mis en place parce qu'ils avaient une pathologie évolutive et on a regardé les conséquences sur leur parodonte et sur la spondylarthrite ankylosante. Donc, aucun traitement de gencive, on regarde juste si la conséquence d'un traitement médicamenteux est efficace sur leur spondylarthrite, mais également sur leur parodonte. Donc, je vous avais mis les chiffres, mais c'est peut-être un peu technique, mais le message complet est de s'y dire que chez les patients qui ont une spondylarthrite ankylosante, ici, nous avons tout à fait des effets bénéfiques du traitement anti-TNF sur l'évolution de leur parodonte, et donc il y aurait un effet bénéfique du traitement systémique sur le parodonte. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de ces biothérapies par rapport aux parodontites, ça pourrait même améliorer les choses. Ça, c'est assez en accord avec d'autres études qui existent également chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, où on peut voir que les traitements parodontaux vont avoir un effet bénéfique sur les marqueurs biologiques de l'évolution de la maladie. Donc, beaucoup d'informations. Ce que j'aimerais bien que vous ayez peut-être comme message, c'est qu'effectivement, si on rentre dans la santé bucco-dentaire des patients, quel que soit leur état de santé, et si on regarde ce qu'on peut faire déjà pour prévenir la maladie, il y a des gestes très simples que l'on sait tous être nécessaires d'appliquer, mais qu'on n'applique peut-être pas toujours aussi bien qu'on devrait ou avec l'assiduité qu'on devrait. Et effectivement, si on regarde un baromètre santé qui a été effectué en 2014 et en 2019, pour connaître les habitudes d'hygiène bucco-dentaire des patients, on voit que seulement 70% déclarent se brosser les dents 2 fois par jour, alors que il me semble que c'est un message très courant qui est véhiculé même par les commerciaux sur l'importance du brossage pour la santé bucco-dentaire. Et quand on regarde les patients qui le font le moins, on voit que les patients qui ont la moins bonne assiduité au brossage bucco-dentaire, on retrouve beaucoup les patients atteints de maladies chroniques. Ceci s'explique très bien par le fait que lorsqu'on a une maladie chronique, on peut avoir une charge affective et une précarité parfois en temps, puisqu'on a déjà de multiples rendez-vous et de multiples médicaments à prendre, qui libèrent moins de temps pour adopter des comportements à la santé orale bénéfiques. Cependant, on voit qu'on a une marge de manœuvre pour augmenter la qualité du brossage, enfin la fréquence du brossage, et peut-être comme ça mieux prévenir les maladies à la fois des caries et à la fois du parodonte. De plus, on peut voir que dans les habitudes de brossage, la majorité des éléments de brossage de dents vont ne passer que par la brosse à dents, alors qu'il est très important lorsqu'on nettoie ses dents de ne pas négliger certaines faces qui sont les zones interdentaires, les zones entre les dents, qui vont être très sensibles à l'accumulation bactérienne et entraîner une destruction des tissus avec ces petits espaces noirs qui apparaissaient dans les bouches des patients, comme je vous les ai montrés. Et donc, quelle attitude adopter? Effectivement, lorsqu'on a en fait, quel que soit le patient, globalement, on conseille à un patient d'aller au moins tous les ans chez son dentiste pour revoir les techniques de brossage, réaliser un dépistage de maladies bucco-dentaires, réaliser un étartrage. Et lorsqu'on a une pathologie systémique, d'aller même 2 fois par an chez son dentiste pour avoir un suivi encore plus vigilant. Et que ces brossages sont quelque chose qui doit être accompagné par le praticien ou également accompagné par des supports visuels qui sont disponibles sur des sites, comme le site de la Société française, par exemple, de parodontologie et implantologie orale, ou l'Union française pour la santé bucco-dentaire, et qu'il est recommandé de réaliser 2 brossages par jour de 2 minutes, que ce soit la brosse à dents manuelle ou la brosse à dents électrique, du moment qu'on a une technique qui est adaptée, et là, le praticien est là pour aider à revoir la technique, et qu'il faut compléter ce brossage par un nettoyage des espaces interdentaires pour prévenir les maladies carieuses et les maladies de gencives, et également concourir à leur traitement. Et donc, pour aller plus loin, et si vous voulez des informations sur les maladies bucco-dentaires et notamment les parodontites, ou encore sur les liens entre les parodontites et les rhumatismes inflammatoires chroniques, on parle beaucoup de la polyarthrite rhumatoïde parce que c'est des maladies les plus étudiées. Je vous conseille de vous référer à ces documents. Ça, c'est un document qui est spécifique et qui est en libre accès sur la Société française de parodontologie et implantologie orale qui explique très bien les parodontites. Ou d'autres documents audio, une émission qui avait eu lieu sur France Culture sur cette bactérie qu'on appelle le Porphyromonas gingivalis et sur les effets qu'elle peut avoir sur d'autres pathologies. Ou encore un webinar qu'on avait réalisé en partenariat avec la Fondation Arthritis, avec notamment Jacques-Olivier Pers, qui est un spécialiste sur les biothérapies, et Vincent Muric, qui est un spécialiste sur les microbiote orales, qui explique très bien les connexions entre ces bactéries de la bouche
et la santé générale et les polyarthrites rhumatoïdes, mais également sur les traitements anti-TNF, anti-IL-6, anti-lymphocyte B et les conséquences sur la sphère bucco-dentaire. Et donc, vous aurez d'autres ressources pour pouvoir aller plus loin. Et en ce qui me concerne, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, Fabienne, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Alors, pour l'instant, il n'y a aucune question qui ont été posées par les internautes. En revanche, par email, j'en ai eu une. En cas de gingivite répétitive, quelle est la bonne attitude à adopter ou que doit-on faire? Donc déjà, effectivement, il faut que la personne le fait réagir et se dire que c'est pas normal d'avoir ces saignements de gencives. Il faut voir un praticien pour avoir un diagnostic de est-ce qu'il s'agit d'une simple inflammation de la gencive ou est-ce qu'il s'agit d'une parodontique, car le traitement ne sera pas forcément le même. Il faut que ce praticien accompagne à la fois pour rectifier, modifier, enseigner les techniques d'hygiène orale appropriées si elles ne sont pas toutes maîtrisées. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est compliqué de se brosser bien les dents et pour être très honnête, nous qui sommes dentistes, on a bien su se brosser les dents quand on a fait nos études et qu'on nous l'a expliqué, parce qu'on nous l'a appris. Donc, si on ne l'a jamais montré à un patient, il ne peut pas avoir conscience de l'ensemble des endroits qu'il y a dans sa bouche à atteindre, et c'est important. Et il faut également envisager de réaliser une modification de facteurs qui pourraient retenir la plaque dentaire, donc entraîner une accumulation de bactéries dans la bouche et donc une inflammation des gencives, avec un étartrage, voire d'autres modifications de facteurs au niveau de la bouche. Mais globalement, il ne faut pas en rester là et pas prendre ça comme une fatalité. C'est tout à fait à prendre en charge. Le brossage bucco-dentaire doit-il être fait au niveau des gencives en cas de bombement de la dent? Si la gencive apparaît, le brossage doit-il être fait à partir de la gencive en remontant pour avoir une efficacité entre la dent et la gencive? Alors, c'est une très bonne question. Donc là, c'est vrai que le dentiste est censé aussi aiguiller le patient puisqu'il existe des anatomies de gencives différentes et en fonction de ça, généralement, on oriente le patient. Mais globalement, on enseigne beaucoup une technique de brossage qu'on appelle en rouleau qui va de la gencive vers la dent en commençant sur la gencive pour bien être sûr de brosser cette interface dent-gencive. Et effectivement, chez les gens qui ont une gencive extrêmement fine, eh ben, on va avoir vraiment un bon brossage qui va pouvoir plaquer et brosser toute la hauteur de la dent. Si on a un volume de gencive qui est accru, la petite zone d'angulation peut être légèrement ratée et on peut dans ce cas-là conseiller de commencer à cette interface-là. Mais ça, il faut que ça soit individualisé par des praticiens. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on saigne des gencives, parfois on est gêné ou on a peur de ce saignement et donc on ose moins brosser. Alors qu'au contraire, moins on brosse, plus on aura d'accumulation de bactéries et plus du coup on aura une gingivite persistante. Et donc il faut bien continuer le brossage, voire insister un peu plus en prenant une brosse à dents très souple, parce que plus elles sont souples, plus elles vont pouvoir s'adapter à la morphologie des dents pour pouvoir désorganiser le biofilm, donc la plaque dentaire, et obtenir une réparation, enfin une cicatrisation de la gencive et restaurer une santé. Qu'en est-il de l'utilisation des brossettes entre les dents? Les brossettes entre les dents, globalement, il faut se dire qu'à partir de ces 20-25 ans, tout le monde peut passer des brossettes entre les dents parce que les espaces se permettent. Ces brossettes, il faut vraiment les réaliser en complément du brossage. En gros, la brosse à dents, elle va passer sur une partie des surfaces, mais elle ne pourra pas passer entre les petits tunnels qui sont à la base entre les deux dents. Donc, ici, si j'avais une dent ici, une dent là et la gencive, le petit tunnel ici, il n'est pas accessible à la brosse à dents, donc il faut le nettoyer avec ces brossettes. Et donc, on brosse les dents 2 fois par jour, donc les brossettes, il faudrait le faire également 2 fois par jour. Et il existe de multiples brossettes, avec chacune une façon d'être référencée, donc c'est un vaste univers. Toujours est-il qu'il faut identifier les brossettes qui sont les plus adaptées pour sa propre bouche. Et là encore, le dentiste est là pour conseiller, pour pouvoir passer dans cet espace et le nettoyer le matin et le soir. Donc, on va conseiller un jeu de 2 brossettes très souvent pour la globalité de la bouche. Après, je dirais qu'il ne faut pas non plus se mettre la pression. Chaque chose est graduelle.
on n'a pas appris à faire du vélo en 2 jours. Donc déjà, revoir la technique de brossage, puis après introduire des brossettes, par exemple, c'est quelque chose qui est avec quelque chose de graduel. D'abord, une fois dans la journée pendant une semaine, puis après 2 fois par jour, c'est la bonne démarche. Qu'en est-il des problèmes d'aphte et de sensibilité des muqueuses? Alors, les aftes, c'est quelque chose qui sont des ulcérations de la muqueuse orale qui vont arriver chez des patients qui vont être susceptibles et qui peuvent être amplifiées par des conditions. Conditions locales, par exemple une sécheresse buccale, ou conditions systémiques, par exemple les traitements au méthotrexate peuvent augmenter les lésions orales. Les aftes, ça va être quelque chose d'extrêmement douloureux. On va conseiller aux patients de protéger la zone qui a la plaie pour favoriser sa cicatrisation et avoir moins de douleur. Donc, il existe des gels de xylocaïne visqueuse, c'est même en vente libre, il me semble, des petits gels antiseptiques aussi qui peuvent permettre de protéger et accompagner la cicatrisation. Et après, il faut essayer d'éviter tous les facteurs traumatiques, une dent qui râpe par exemple, et puis essayer de lubrifier au maximum la bouche. Il y a des gens qui vont être très sensibles aussi quand on a des sécheresses buccales à certains types de dentifrice et on peut en conseiller qui vont être sans certains agents pour être plus doux et avoir moins tendance à créer l'aft. Là aussi, c'est des conseils personnalisés que pourra donner le dentiste. Il est un peu dur de répondre comme ça plus généralement à ces éléments-là. Le fil dentaire est-il plus approprié qu'un brossage avec une brosse à dents? Ouais, en fait, c'est la brosse à dents de base. Et si après on utilise un moyen de brossage interdentaire, ce qu'il faut faire, l'idéal c'est la brossette interdentaire. Mais si la brossette interdentaire ne passe pas, parce que les espaces sont trop serrés ou que les dents se chevauchent, on utilisera dans ce cas-là un fil dentaire. Mais ça, c'est clairement montré que le fil dentaire est un peu moins efficace et moins facile à utiliser que la brossette interdentaire, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, c'est sûr que tout seul, sans accompagnement par un praticien, c'est plus complexe. Mais l'idéal est que le praticien donne un repère sur la brossette et la façon d'utiliser pour arriver à le mettre en place de façon autonome après. Et après, en dernier jeu, on peut, si on n'a pas, parce que certains patients aussi ont des troubles moteurs, des troubles visuels, là je passe, c'est pas forcément évident non plus de passer des brossettes ou le fil dentaire toute sa vie. On peut être amené à conseiller certaines formes de jets dentaires, mais effectivement, c'est vraiment ce qui est le moins efficace pour nettoyer dans les espaces interdentaires. Et s'il n'y a que ça, on en viendra là. En grossesse, j'ai des problèmes de gingivite à répétition et je ne peux pas prendre d'antibiotiques ou autre. Comment puis-je faire? On ne prend quasiment jamais d'antibiotiques pour les maladies parodontales. Déjà, ça c'est un premier message. C'est extrêmement rare et c'est vraiment ciblé à certaines formes de maladies qu'on va appeler très agressives, très évolutives, c'est-à-dire des patients adolescents ou très jeunes adultes qui vont avoir des destructions extrêmement sévères compte tenu de leur âge. Mais chez la majorité des autres patients, on n'utilise pas d'antibiotiques car ça n'a pas montré d'amélioration en termes de résultats à long terme par rapport à nos techniques classiques de traitement qui repose sur le contrôle du biofilm, c'est-à-dire le contrôle de la plaque dentaire, par le brossage du patient et le nettoyage très précis sous la gencive. Lorsqu'on a une grossesse, on a effectivement une imprégnation hormonale qui fait qu'on a une prédisposition à avoir des inflammations parodontales. Lorsque cette inflammation va être installée et qu'on est déjà au 2e ou 3e trimestre de grossesse, il va être plus dur de la régresser. Donc, il faut continuer à adopter un bon brossage avec une brosse à dents très souple, éventuellement quelques agents antiseptiques que peut conseiller le dentiste. Un suivi chez le dentiste qui va pouvoir amener à détartrer pour éliminer aussi de la plaque dentaire qui est sous les gencives et qu'on n'arrive pas à atteindre avec sa brosse à dents. Et globalement, on pourra limiter cet effet inflammatoire ou tout du moins empêcher qu'il prenne des proportions plus importantes. En tout cas, à partir du moment où on va avoir l'accouchement, l'imprégnation hormonale va diminuer et on pourra tout à fait retrouver une santé parodontale. Même si on allaite, où il restera une quantité d'hormones qui est plus importante que quelqu'un qui n'allaitera pas, on arrivera à mieux contrôler cet impact au niveau de l'inflammation de la gencive. En tout cas, on peut très bien avoir une santé parodontale et pas du tout de saignement de gencive ni de perte de dents lorsqu'on est enceinte. Il n'y a pas, c'est pas systématique du tout d'avoir une inflammation de gencive. D'ailleurs,
quand on est enceinte, on a un bilan bucco-dentaire qui est proposé par l'assurance maladie et qu'il faut réaliser pour pouvoir justement très tôt soigner l'ensemble de ces paramètres pour ne pas avoir d'évolution de ces paramètres au cours de la grossesse qui seront plus compliqués alors à traiter, notamment si on fait surtout l'inflammation de gencives. Sinon, tous les autres traitements, on peut les faire. Justement, les traitements parodontaires sont-ils bien remboursés par la sécurité sociale? C'est une excellente question et qui est un point très problématique de la parodontologie. Donc, en fait, dans la sécurité sociale, tout ce qui va être l'acte de détartrage, qui est l'élimination du tartre de façon régulière, est pris en charge sans problème. Tout ce qui va être le traitement des parodontites avec le nettoyage des racines, ce qu'on appelle des surfaçages, donc pour éliminer tout le biofilm qui est présent sous la gencive et permettre d'avoir un rétablissement d'une santé, voire éventuellement des chirurgies d'assainissement parodontal, ne va pas être reconnu par la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de codification. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remboursement sécurité sociale. Après, il peut y avoir une prise en charge par les mutuelles qui va dépendre de la mutuelle. Mais c'est un paramètre très important puisque les tarifs sont libres, donc les praticiens appliquent les tarifs qu'ils jugent être adéquats en fonction de l'endroit où ils travaillent. Le prix de coût d'un cabinet n'est pas le même en fonction de là où on est, de son expérience, etc. Et il va y avoir une prise en charge par la mutuelle qui va dépendre de la mutuelle. En ce qui concerne les patients qui ont des maladies systémiques et qui auraient une ALD pour ces pathologies systémiques, les soins parodontaux vont être pris en charge pour quelques patients. On a par exemple une reconnaissance de l'importance des soins bucco-dentaires et parodontaux spécifiquement pour les patients qui sont diabétiques et qui ont une ALD pour le diabète. Il me semble que ça va être aussi en évolution pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Et il est fort probable qu'avec l'évolution de la science, et si on arrive à bien montrer que la parodontite est associée très fortement à l'évolution d'une maladie, comme la polyarthrite rhumatoïde ou quel est son facteur de risque, ça pourrait être le cas des spondylarthrites dans le temps, il pourrait y avoir une prise en charge. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Alors, qu'en est-il des problèmes liés à la langue où il apparaît des aftes ou des aspérités? Est-ce lié à la santé enfin à la santé buccale ou y a-t-il des formes autres? Alors, on peut avoir plein de pathologies différentes au niveau de la langue. Il y en a qui vont être pareil liés uniquement à des déséquilibres, par exemple d'hydratation. On retrouve par exemple chez les patients qui ont des maladies de Sjögren avec des sécheresses buccales, beaucoup de conséquences au niveau de la langue qui va être, on pourrait dire, limite rôtie, dépapillée, très irritée. Et puis il y a d'autres pathologies qui peuvent exister au niveau de la langue, comme liées à des désorganisations du biofilm avec des accumulations de médication. Oui, ça fait partie de la santé buccale. Qui prend en charge ça? Il peut y avoir des enfin, tous les dentistes sont formés à ça, mais c'est vrai qu'on peut être mieux diagnostiqué si on va avoir des spécialistes en pathologie de la muqueuse orale, qui vont être une des compétences des chirurgiens dentistes, spécialisés éventuellement en chirurgie orale, ou de praticiens qui sont issus de filières médicales telles que des stomatologues ou des chirurgiens oraux. Voilà, il existe différents types de consultations pour avoir un diagnostic précis et un accompagnement précis. Au niveau de la gorge, des apparitions de peau ou de lésions blanches sont-elles en relation avec les dents? C'est possible. En fait, donc c'est pareil, les ondes blanches, ça peut recouvrir un grand champ de pathologies. Les plus fréquentes, ça va être les candidoses. Les candidoses, c'est des mycoses au niveau oral qui vont être associées à un déséquilibre de la flore bucco-dentaire. On va les retrouver par exemple beaucoup encore là chez les patients secs. Mais on va également les retrouver chez les patients qui peuvent avoir des traitements systémiques et donc ou aussi des ports de prothèses amovibles. Et donc, on aura des traitements spécifiques qu'on pourra mettre en place. Le diagnostic est assez simple, ça se traite très bien avec des mesures locales, notamment des antifongiques locaux, voire systémiques si nécessaire. Mais effectivement, tous les dentistes sont formés au dépistage, par exemple, des candidoses orales, ou tout du moins à leur diagnostic différentiel, et s'ils ne le savent pas, sont en mesure d'adresser auprès de consultations spécifiques pour le diagnostic de ces pathologies.
Les dents qui se déchaussent, est-ce lié au traitement anti-TNF ou autre lié à la pathologie de la spondylarthrite? Alors, au contraire, là, ce qu'on a un peu vu au cours de ce webinaire, c'est que les traitements, comme les traitements anti-TNF, chez des patients qui ont des parodontites, ça amène presque à une amélioration de la santé parodontale. On a presque une diminution de l'inflammation parodontale et une amélioration clinique du parodonte. Donc, contrairement à ce qu'on a eu comme peur très importante de se dire anti-TNF égale immunosuppression égale moins bonne réponse, notamment au niveau bucco-dentaire où il y a une flore buccale et donc ça risque de prendre des proportions. Ça semble être plutôt bénéfique, notamment parce que la parodontite a des mécanismes de destruction qui sont assez proches de mécanismes qui existent dans les spondylarthrites ou dans les polyarthrites rhumatoïdes. Et donc en traitant l'une, on aurait des mécanismes qui pourraient être donc assez proches, ça permettrait de traiter l'autre. En tout cas, ça c'est vrai pour les immunothérapies ciblées. Par contre, les patients qui vont avoir des cures de corticoïdes avec une dose supérieure à 10 mg de prednisone par jour en continu vont être qualifiés de patients à immunodépression. Et là, par contre, on pourrait vraiment avoir des flambées d'évolution de parodontite dans le cas de ces médicaments-là, qui sont beaucoup plus qui vont toucher beaucoup plus de voies d'inflammation et qui sont moins spécifiques qu'une immunothérapie ciblée. Le gonflement des gencives avec saignement est-il lié au traitement? Le gonflement des gencives au traitement de la spondylarthrite, vous pensez que la question c'est ça? Et aux biothérapies? Non, globalement non, au contraire, hein, a priori, ça aurait plutôt tendance à améliorer les paramètres cliniques, donc à diminuer un peu les saignements, d'après les quelques études qu'on a qui portent là-dessus. Les études ne sont pas très nombreuses hein, et elles présentent une faible quantité de patients, nombre de patients, puisque ce ne sont pas des maladies très fréquentes, les spondylarthrites ou les polyarthrites rhumatoïdes. Mais globalement, non, ça ne déclenchera pas l'inflammation parodontale. Au contraire, ça lui serait peut-être plutôt bénéfique. Le fait d'avoir des douleurs dentaires qui sont identifiées comme étant pas vraiment réelles, mais des douleurs dentaires qu'on ne peut pas justifier, sont-elles liées à un traitement ou que peut-on faire dans ce cas-là? Donc, ça s'appelle des stomatolinies ou des glossolinis. Donc, c'est des douleurs liées à une suractivation de certains nerfs sans avoir de cause organique, c'est-à-dire forcément une lésion carieuse ou une maladie des gencives ou autre. Là aussi, il existe des consultations spécifiques pour poser un diagnostic précis hein, de douleurs orofaciales. Des consultations, en tout cas à Paris, j'en connais plusieurs qui pourront faire vraiment un diagnostic différentiel pour évaluer si ce sont des neuropathies ou d'autres types de douleurs. En tout cas, on peut accompagner les patients avec des traitements médicaux et non médicaux pour cela. Et on sait qu'effectivement, en tout cas, on a constaté dans certaines études qu'il peut y avoir des pathologies qui favorisaient l'existence de ces stomatolinies et ces glossodinies. Et il est vrai qu'elle arrive plus fréquemment, notamment chez les patients qui sont polymédiqués avec des sécheresses buccales. Voilà ce que je peux vous répondre. Des douleurs intercostales, on va dire, sont-elles liées au traitement aussi? Je ne sais pas répondre à cela, par contre. Lorsqu'on réalise un traitement parodontal, globalement, on va finir à terme par diminuer l'inflammation de bas grade qu'on induit chez un patient et donc du coup diminuer aussi une bactériémie systémique et donc ça serait plutôt des effets positifs. Après, est-ce que lorsqu'on fait le traitement, ça peut entraîner soit par des paramètres de crispation, soit par des pics d'inflammation liés au traitement bucco-dentaire, des évolutions, des petites poussées qui se traduisent par des douleurs costales? Je n'ai pas d'éléments de réponse à ce sujet-là, je ne sais pas du tout. Est-ce que les bactéries ont un impact sur la santé bucco-dentaire? Les bactéries orales? Oui, apparemment, les bactéries orales. En tout cas, les maladies bucco-dentaires dont on parle, les caries ou les parodontites, ce sont des maladies qui sont liées à un déséquilibre des bactéries orales. Oui. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Ça va surtout être des genres streptocoques, des lactobacilles pour les caries. Ça va plutôt être des bactéries qui vivent plus sous la gencive, des porphyromonas, des prevotella pour les parodontites. Mais les deux sont des maladies qui font appel à un déséquilibre bactérien au niveau de la sphère orale. Donc oui, ce sont des maladies entre guillemets infectieuses. Il y a une composante bactérienne dedans, tout à fait.
Comment se traite un streptocoque oral? Un streptocoque oral, en fait, globalement, alors je ne suis pas spécialisée dans dans la cariologie, hein, mais globalement, en rééquilibrant sa flore par un brossage régulier et en évitant un apport sucré régulier, on va avoir une flore qui va redevenir compatible. Je ne suis pas en mesure, parce que je ne suis pas spécialisée dedans, de savoir si un streptocoque, il y en a en flore normale et que c'est certains types qui sont présents dans de la pathologie. Je ne sais pas répondre à ça. Je ne suis pas spécialisée dedans. Bien, merci, professeur. Il n'y a plus de questions. Ben, je Donc, vous remercie pour merci toutes ces beaucoup au nom questions. de tous les internautes. Et puis, merci à vous. Ben, je vous remercie à vous. Et puis, Merci Marjolaine Gosset pour cet exposé qui a sûrement répondu à beaucoup de questions. Merci à tous d'avoir participé. Surtout, continuez à prendre soin de vous, à vous protéger, à respecter les gestes barrières et j'espère bientôt que tout le monde pourra se faire vacciner. Bonne fin de journée, bonne soirée. bonne soirée. C'est hyper intéressant parce qu'on parle que dedans et là, il n'y a rien. Ça, c'est marrant.